sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 16 mai 2024. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme annoncé, bien, il est l'heure de retrouver notre invité macroéconomiste, Christopher Dembick. Bonjour Christopher. Bonjour. Merci Christopher d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management et c'est un plaisir de vous recevoir régulièrement sur notre plateau. Christopher, on va ouvrir votre intervention par cette question que l'on est en droit de se poser à l'heure des élections européennes et surtout après la publication fin 2023 d'un rapport expliquant que l'Union européenne a attiré moins de 7% des investissements industriels en 2023. Est-ce qu'on peut dire que l'absence de fédéralisme en Europe rend impossible la mise en place d'une stratégie industrielle européenne? Alors, c'est certainement un frein, parce qu'au niveau européen, il faut bien se rappeler qu'à la toute fin, chaque État, on l'avait vu avec la relance Covid, priorise certaines stratégies de développement industriel plus que d'autres. Alors bien sûr, il y a le grand canevas qui va être notamment tout ce qui va se concerner transition énergétique, mais on sait très bien que c'est extrêmement large à cet égard. Chaque État agit de la façon dont il souhaite. Je vous donne un exemple très concret. On a adopté le pacte vert au niveau européen qui met en place notamment des normes en termes environnementaux, dans le domaine agricole, etc. On se rend compte que concrètement, d'un pays à l'autre, chaque État fait un peu ce qu'il veut avec les normes et ne contrôle pas de la même manière les normes. Donc, y compris au niveau européen, vous avez une compétitivité entre États. Et surtout, il n'y a pas de vision qui est globale. On a un autre exemple, parce que c'est vrai qu'on parle énormément de transition énergétique et a priori, on devrait se dire, puisqu'on en parle beaucoup, il y a une stratégie qui est cohérente derrière. Aujourd'hui, on arrive à des extrémités qui sont telles que l'Europe, pour atteindre ses objectifs de décarbonation, a décidé tout simplement d'accélérer sur la transition énergétique et notamment sur l'éolien et le solaire. Et sur le solaire, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on va prioriser plutôt du solaire chinois, moins cher, qui va être plus rapidement mis en place. Et donc les entreprises, la fameuse industrie du solaire en Europe, on voit très bien depuis à peu près quelques mois, vous avez deux solutions. Soit vous faites faillite, et on a eu énormément de faillites, notamment en Allemagne, et pour ceux qui s'en sortent un peu moins mal, elles vont décider d'aller aux États-Unis pour profiter notamment de l'IRA, de ce plan de soutien américain. Donc on voit très nettement quand même qu'il y a une très forte incohérence entre des objectifs de long terme qui sont, bien sûr, aujourd'hui, personne ne conteste la nécessité de faire la transition, mais dans le même temps, l'absence à la fois de stratégie de court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on priorise réellement, et surtout qu'est-ce qu'on met sur la table financièrement en termes de mesures de soutien, en termes peut-être de mesures protectionnistes aussi, puisqu'on a parlé du solaire chinois, pour justement favoriser cette éclosion-là. Et donc, on est arrivé à une incohérence qui est extrêmement palpable. On le voit quand vous discutez avec des entreprises du solaire, elles vous disent tous que, c'est très compliqué, elles ne vont pas s'en sortir, et surtout, il n'y a pas d'interlocuteur à Bruxelles aujourd'hui pour comprendre ces incohérences-là. Il y a un autre sujet qui va être après les élections européennes, toujours dans cette dynamique industrie. On réfléchit au niveau des chefs d'État et de gouvernement à un pacte de compétitivité. Après le pacte vert, pacte de compétitivité. Concrètement, c'est quoi ? C'est exactement votre sujet. C'est-à-dire, on va avoir... a priori, l'idée derrière cela, c'est on va sélectionner certaines industries qu'on va considérer essentielles, stratégiques. Alors, on a certaines avec la Covid qu'on a redécouvert, comme la pharmaceutique, etc. Mais on se rend compte qu'avec les discussions préliminaires, alors elles ne sont pas très avancées, mais on arrive dans les mêmes écueils que sur le pacte vert. On n'arrive pas à s'accorder sur ce qu'on souhaite mettre en place, quels sont les moyens derrière cela, et parfois, par moyens, c'est-à-dire aussi donner des moyens financiers à la Commission européenne, donner des moyens financiers pour faire de la subvention, c'est-à-dire peut-être repenser justement ces financements européens et comme on l'avait fait pendant la Covid, et aussi avoir une capacité de contrôle de la Commission européenne. Aujourd'hui, on décide des éléments, le pacte vert comme je vous le disais précédemment, mais personne ne contrôle au niveau européen ce qui est mis en place par les États. Donc vous avez une dispersion de l'argent public, une incohérence sur la stratégie aujourd'hui qui est quand même très très dommageable. Et bien évidemment, alors on ne peut pas parler de naïveté européenne, mais c'est plutôt des dissensions qu'autre chose. Dans un environnement qui devient un peu hostile au niveau du commerce international de l'industrie, on a eu encore cette semaine les États-Unis qui ont mis en place de nouvelles mesures protectionnistes à l'égard de la Chine, qui vont, à un certain stade quand même, 18 milliards tout à fait, qui vont nous pénaliser, puisqu'on sait très bien déjà avec l'Irak, on est pénalisé, nous, Européens, plus en termes de victimes collatérales. Il va falloir un peu réfléchir à ce qu'on veut. Et malheureusement, il y a peut-être un frein qui est originel, c'est le fonctionnement institutionnel. Le fonctionnement institutionnel européen, c'est du consensus. Et bien évidemment, avec autant d'États, chacun priorise sa
propre économie ce qui est assez logique. Ce qui est logique, et chaque économie a une structure un peu différente. Bien évidemment, les Allemands n'ont pas la même structure économique que des Français. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'automobile, on n'a pas complètement la même vision. Donc ça complexifie la tâche, et sans être trop négatif sur l'Europe, parce que c'est pas l'idée derrière cela, il faut quand même avoir conscience qu'on est dans une situation qui va être très complexe, et malheureusement, je suis assez dubitatif sur la capacité d'avoir une stratégie industrielle européenne à horizon, on va dire, 5 ans. Ouais, d'accord. Donc effectivement, vous êtes plutôt négatif sur cette question-là. Pour autant, donc ce qu'on comprend effectivement, on comprend facilement qu'effectivement les niveaux de productivité français sont pas ceux grecs, les niveaux de productivité allemands ne sont pas ceux italiens, etc., etc. Ouais. Donc on comprend aisément. Du coup, par la force des choses, peut-on quand même parler de fédéralisme, une sorte de fédéralisme contracyclique d'une certaine façon ? Alors oui, parce que on arrive à réagir. Et il faut bien le reconnaître que l'Europe, dans les phases de complication, a systématiquement bien réagi, parfois même assez rapidement. Il y a eu des incohérences, mais quand on a eu des incohérences, type les mesures d'austérité qui ont été appliquées à certains pays avec la crise souveraine, on s'est rapidement rendu compte quand même qu'il fallait en sortir. Donc systématiquement quand même, il y a ce réalisme. Exactement, on sait qu'on doit intervenir. Mais quand les choses vont bien, comme aujourd'hui, bien évidemment, c'est les intérêts nationaux qui prédomine. On a moins besoin justement de l'Europe entre guillemets et de l'entraide européenne. Donc c'est assez dommageable. Après c'est assez normal parce que bien évidemment si vous regardez par rapport vous avez des identités européennes et pas une seule identité européenne. Aux États-Unis vous avez une identité américaine, même si on peut avoir. Et pourtant, le fédéralisme marche bien. Le fédéralisme marche parce que vous avez conscience qu'à la toute fin vous appartenez à la même nation américaine et vous avez conscience aussi que les États fédérés n'ont pas un rôle primordial dans les choix stratégiques économiques. D'accord. Et surtout sur les dernières années, notamment Trump et Biden, les choix stratégiques en politique industrielle, c'est quand même Washington qui les a mis en place. Je vous donne l'exemple de l'IRA et le Texas, c'est un excellent exemple. Le Texas, qui est quand même, on le sait, producteur d'énergie fossile, est assez pragmatique, peut-être même opportuniste, on peut le dire, en misant sur les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce programme d'IRA qui est décidé par Washington, donc de subvention dans les énergies renouvelables. Et qu'est-ce que fait le gouvernement fédéré ? C'est tout simplement, vous allez mettre sur la table des aides, un peu plus, mais pas tant que cela par rapport à ce qui vient du gouvernement central. Donc c'est une mécanique qui fonctionne bien, qui est assez intelligente. En Europe, là où c'est problématique, c'est que vous avez les États membres de l'Union européenne qui doivent accepter de donner de l'argent et ils ne veulent pas donner plus d'argent à l'Europe pour qu'elle redistribue ensuite. Et bien évidemment, c'est assez logique dans ce système-là, ça ne fonctionne pas. Et on l'a vu dans les négociations sur le budget européen, quasiment aucun État d'ailleurs souhaite avoir un budget européen qui s'accroît substantiellement. Ok, très clair. Vous parlez de matières premières, la transition est toute trouvée. Christopher, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin parce que le marché des commos, ça part dans tous les sens, il n'y a aucune logique actuellement. J'en veux pour preuve le marché du cuivre qui, le 9 février dernier, était à 8 000 € la tonne. Aujourd'hui, il a plus de 10 000, près de plus de 21% de croissance en moins de 3 mois. Comment est-ce qu'on explique cela ? Alors, sur chaque matière première, vous avez des critères qui sont spécifiques. Effectivement, on les listera pas toutes, mais effectivement, commençons sur le cuivre. Sur le cuivre, c'est assez intéressant parce que le cuivre, généralement, quand ça augmente, on va vous dire, ah oui, la Chine redémarre. Exactement. Ce qui est une vision un peu simpliste, on va dire. Alors, ça peut jouer, mais c'est pas le vrai facteur, en tout cas, qui est principal. Ce qu'il faut bien comprendre, à l'inverse des autres instruments financiers, sur les matières premières, vous devez avoir une livraison physique. Donc, vous devez avoir une livraison physique du cuivre. Depuis le début d'année, le marché, il y a un consensus et acheteurs net de cuivre, on considère que ça va augmenter pour une myriade de raisons, transition écologique, Chine, etc. Le problème, c'est que quand vous devez livrer physiquement le cuivre, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de stock et donc il faut en produire davantage. Parfois, il faut même faire venir ce cuivre qui va être coté donc aux États-Unis, il faut le faire venir aux États-Unis, donc vous rajoutez des coûts de transport. Quand vous importez du cuivre d'ailleurs aussi, il est important de savoir que la teneur en cuivre peut différer, donc ça peut rajouter du coût. Et donc finalement, la flambée que vous avez mentionnée en l'espace de quelques mois, elle s'explique surtout par, non pas vraiment de la spéculation, mais par cet aspect livraison physique du cuivre qui induit derrière cela des coûts qui sont supplémentaires parce qu'on n'a pas suffisamment de stock de cuivre aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, à un certain stade, une telle envolée, on sait très bien que ça va commencer à se calmer, mais la tendance malgré tout, notamment sur du cuivre et probablement sur les métaux industriels, elle est plutôt sur une appréciation assez durable de ces éléments-là avec des fluctuations, mais la tendance sur du long terme est très nettement à la hausse. Mais encore une fois, il ne faut jamais avoir une vision
vision qui soit trop simpliste. Vous voyez, le cuivre, en réalité, c'est surtout ces coûts liés au transport, à l'absence de stock qui explique en grande partie cette appréciation. On comprend bien que le cuivre est donc, par la force des choses, devenu une ressource stratégique. Ouais. Preuve en est l'OPA, hostile lancé par BHP sur Anglo American. Ouais. Une seconde offre a été refusée en début de semaine. C'est signe qu'effectivement le marché du cuivre est en pleine restructuration et que par la force des choses, c'est l'appétit pour le cuivre est là, est bien présent, malgré effectivement le fait que la Chine, même si on met de côté la Chine, l'appétit pour le cuivre est là. La transition écologique. Il est là. Après, ce qui est assez passionnant en fait avec le marché des matières premières, c'est que vous pouvez avoir des revirements extrêmement rapides. Si on regardait fin 2023, vous aviez des acteurs, donc notamment au Chili, qui est un important exportateur de cuivre, producteur et exportateur de cuivre. Et là, c'est une entreprise nationale qui est principal producteur. Et qu'est-ce qu'on avait? Vous aviez des difficultés justement de cette entreprise nationale, avec des réductions des marges, des difficultés à produire parce que la demande était faible. Et finalement, en l'espace de quelques mois, ça change très, très rapidement. En revanche, ce qu'il est important de voir, c'est que sur une vision très long terme, oui, on va avoir besoin de cuivre. On peut toujours débattre de à quel point la transition énergétique va aller, à quelle vitesse, est-ce qu'on aura effectivement besoin de batteries au lithium, etc. Mais la réalité, c'est en tout cas, c'est un élément qui est stratégique aujourd'hui. Le problème pour nous Européens, c'est que nous n'en produisons pas. Et donc, ça accentue nos petits sujets. On n'en a pas découvert un peu en Scandinavie On en a un peu. Voilà, on suppose qu'on a des ressources dans certaines mines qu'on a fermées. Mais bien sûr, derrière cela, le problème, c'est qu'une mine d'extraction de cuivre, ça pollue. Et bien sûr, personne ne va avoir ça à côté de chez soi. C'est ce qui est assez normal. Christopher, le rapport Cyclope a été... le dernier rapport Cyclope a été publié récemment. En substance, il explique que sur les comos agricoles, la bulle qui est née du conflit en Ukraine va éclater en 2024. C'est le scénario que Pictet suit. Sur les comos agricoles, oui. Alors bon, vous avez sur certaines, c'est pas complètement lié à la guerre en Ukraine, type le cacao, ce qui est un phénomène complètement différent. Le cacao est à part, vous avez une hausse à peu près de 98% depuis le début de l'année des prix du cacao. Mais sur tout ce qui va être céréales, oui, très clair. Céréales, oui, effectivement. Là, il y a grenier à blé. Tout à fait. Il n'y a pas de gros débat. Bon, on peut toujours, il y a toujours des inconnus. C'est-à-dire la situation, bien sûr, géopolitique en Ukraine peut rapidement dégénérer. Et l'Ukraine, c'est 30% quand même du grenier à blé mondial. Mais à l'instant T, avec les éléments qu'on a, effectivement, on va dans ce sens-là. Après, ce qu'on constate sur d'autres matières premières agricoles, type le riz, le cacao, le jus d'orange, c'est que vous avez quand même un trait qui est commun. C'est systématiquement le changement climatique qui va être un problème. Et le changement climatique, très généralement, ça s'accompagne par certains pays, on le voit bien sur le riz, avec des mesures de restriction des exportations. L'Inde l'a fait, la Thaïlande l'a fait sur le riz, parce qu'il faut nourrir d'abord sa propre population, parce que vous avez des récoltes qui sont mauvaises. Sur le jus d'orange, on a la 4e récolte consécutive, mauvaise récolte, parce que vous avez aussi des problèmes liés au changement climatique. Donc, peut-être ce qui va être important à prendre en considération, c'est qu'indéniablement, cet aspect changement climatique, objectivement, on ne perçoit pas tant que cela au niveau quotidien, mais on le perçoit quand même très très bien sur les matières premières agricoles. Ça commence à devenir un vrai sujet. Et ma crainte, c'est surtout ces mesures de restriction des exportations que les États producteurs vont mettre en place. Effectivement, l'Inde sur le riz. Donc ça veut dire qu'en fait, à contrario du rapport Cyclope, vous nous dites que potentiellement, la bulle née de la guerre en Ukraine notamment, ou des conditions climatiques défavorables, pourrait finalement persister. Oui, je pense que l'élément qui va être important, c'est bien sûr, on n'aura peut-être pas on a atteint avec le déclenchement de la guerre en Ukraine des niveaux qui étaient aberrants, mais vous avez dans tous les cas une très très forte volatilité. On le voit bien sur les contrats futurs sur les matières premières agricoles, vous avez des niveaux de volatilité qui sont très élevés. Donc ça, c'est un point qui va être constant. Vous avez aussi une incertitude qui est assez régulière. On voit quand même que les récoltes sur pas toutes, mais la grande partie de matières premières agricoles, d'année en année, c'est désastreux. Il y a assez peu d'optimisme à cet égard. Donc il faut s'habituer certainement à des prix de matières premières agricoles qui soient élevés. Il y a eu des excès. Typiquement, le cacao, c'est le bon exemple. On sait que les prix vont diminuer parce qu'il y a eu un excès très très clair. Mais en revanche, on n'aura certainement pas, si on fait une moyenne, sur les 10 prochaines années, ce sera beaucoup plus élevé que sur les 10 dernières années parce que ça devient très compliqué aujourd'hui de produire. Ok, donc on anticipe une inflation sur les produits alimentaires, du coup, par la force des choses. Qui n'est pas un sujet pour nous Européens. Enfin, après, par catégorie de population, c'est un sujet, mais au niveau agrégat, c'est pas un sujet. Okay. En revanche, indéniablement,
dans les pays émergents, en voie de développement, ça l'est déjà aujourd'hui. L'Égypte est un bon exemple à cet égard. Donc, il faut bien prendre en considération que l'instabilité, la volatilité du prix des matières premières agricoles, c'est aussi un élément d'instabilité géopolitique. Quand vous avez un pays comme l'Égypte qui est extrêmement dépendant des importations de blé ukrainiennes et éventuellement russes, et qui du jour au lendemain n'a pas accès complètement à ses exportations, à ses importations, plus à un prix du blé ou du maïs qui augmente très fortement, ça crée de l'instabilité en interne. Ouais, ça a commencé déjà en Turquie, où le gouvernement d'Erdogan est remis totalement en question avec une inflation qui frôle les 100%. Ouais. Enfin, c'est gigantesque. C'est effectivement tout à fait compréhensible. La transition est toute trouvée, je vous remercie, c'est la deuxième, vers l'inflation aux États-Unis. L'inflation qui a ralenti plus qu'escompté au mois d'avril. C'est une bonne surprise. Dans le même temps, on a appris que les ventes au détail ralentissaient, baissaient. Ouais. Du coup, par la force des choses, ça y est, les marchés peuvent enfin supposer qu'ils ont réussi à anticiper, bien cerner le nombre de baisses de taux directeurs qui pourrait être celle de la Fed, c'est-à-dire environ 2. Ouais. Ça y est, c'est acté, l'économie américaine ralentit. On est dans ce schéma-là, en pleine stagflation. Elle ralentit, je n'utiliserai pas le terme de stagflation, elle ralentit. On est toujours, nous, de notre côté, sur 1 à 2 baisses de taux, mais je vais être très direct avec vous, on n'exclut pas malgré tout qu'il n'y ait pas de baisse de taux cette année. Ça, ok, d'accord. En 2024. Tout à fait. Pour plusieurs raisons à cela, le message de la Fed, tous les membres du FOMC ont parlé ces derniers jours et est très très clair, c'est-à-dire il n'y a pas de baisse de taux dans l'immédiat. Après, qu'est-ce qu'on entend par immédiat, bien évidemment. Nous, notre inquiétude, c'est que tant qu'on n'a pas un niveau d'inflation très nettement et sur plusieurs mois inférieur à 3%, et on n'est pas à 3%, on est à 3,4 sur un an, la Fed ne peut pas considérer qu'elle a fait le job. Donc même la fenêtre du marché qui considère septembre, ça peut être compliqué. Il ne faut aussi pas qu'on ait d'éventuelles nouvelles hausses de prix. Il y a un sujet que la Fed regarde, c'est l'inflation dans les services, qui ne diminue pas tant que cela non plus, et qui est encore trop élevée. Donc, je pense qu'il faut être assez humble sur les prévisions d'inflation. La réalité, et vous avez énormément d'études à cet égard, c'est on sait prévoir de l'inflation, en tout cas quand on a de la volatilité sur l'inflation comme depuis quelques années, on sait prévoir sur 3 mois à peu près. D'accord, donc ça veut dire 3 mois, on est quasiment à la fin du T3, donc quasiment on est à la fin de 2024. Quoi. Exactement, et donc ça devient compliqué. Le marché aussi anticipe potentiellement novembre, présidentiel, ça me paraît aussi compliqué en termes d'agenda. Donc vous avez de moins en moins de possibilités, peut-être décembre, mais en tout cas l'élément qui est central, c'est oui, elle va baisser ses taux, mais n'excluons pas qu'elle ne le fasse pas en 2024 parce que ce ne sera pas suffisamment confortable avec les niveaux d'inflation. Il faut peut-être d'ailleurs même que la Fed... voir les niveaux d'inflation éventuellement, non ? Elle doit faire un travail à cet égard, c'est-à-dire nous, il n'y a pas de gros débat, même si on n'arrive pas aux 2%, on s'en rapproche suffisamment pour être à l'aise, mais vu le rythme de l'économie américaine, la consommation diminue, mais les dépenses publiques sont toujours très élevées, donc ça entretient l'inflation par la demande, peut-être aussi accepter que leur 2%, c'est 3% en fait. Ouais, c'est ça en fait, en réalité. Mais c'est un débat qui va avoir lieu finalement ou pas ? Parce que c'est effectivement une sorte de mouchoir blanc qu'on agite depuis un an et demi. Beaucoup d'économistes, et dont vous faites partie, disent qu'effectivement la cible de 2%, ça ne répond plus au paradigme actuel de l'économie américaine post-Covid. Du coup... Quel cheval de bataille mener en fait ? Est-ce qu'en réalité il faut arrêter de cibler les 2% et qu'ils se réunissent, qu'ils redéfinissent ce calcul ? Je crois que les 2% ça date d'il y a des années 60, 70. Et on peut débattre même du calcul pour les 2% à l'époque. Alors je doute qu'ils ouvrent la boîte de Pandore parce que ça veut dire un débat qui va durer très longtemps et compliqué, et il n'y a pas de bon niveau économiquement. On pourra faire tous les calculs qu'on le souhaite. En revanche, on peut avoir une marge de manœuvre en disant... On se dit qu'on a une bande de fluctuation, et c'est ce qui existe dans d'autres pays, où entre 2, avec une cible asymétrique, entre 2-3%, on considère que, vu l'état de l'économie américaine, c'est plutôt faisable. Ça marche très bien dans les pays émergents, ces bandes de fluctuation, et ça permet d'avoir un peu de latitude, et vous n'ouvrez pas la bande de Pandore avec un grand débat. Mais en revanche, comme je le disais, ça me paraît assez évident, alors la Fed ne l'évoque pas, mais ça me paraît assez évident qu'il faut quand même pour eux qu'on diminue sous 3%. Là, ça reste trop élevé, et on voit malheureusement que ça ne va pas suffisamment vite pour espérer être sous 3%. Même au T3, je
j'ai un certain doute quand même. D'accord. Et puis de toute façon, ce ne sont que des données d'une façon épidermique. Il faudra voir sur la durée, sur 2, 3, 4, 5 mois. Tout à fait. Si la tendance, il y a une réelle tendance à la baisse qui se dégage. Mais donc, je vous remercie, Christopher, de nous rappeler qu'effectivement, dans les arcanes de la finance de haute voltige, je dirais, eh bien, on n'anticipe peut-être aucune baisse de taux, de taux directeur de la Fed en 2024, puisque c'est effectivement un sujet dont on traite assez régulièrement, mais qui semblait être un peu mis de côté depuis avec ces dernières données. Mais en tout cas, je suis ravi d'apprendre que c'est toujours le cas dans les officines financières. Christopher, dernière question, dernier sujet, l'intelligence artificielle. Pour certains, l'intelligence artificielle, c'était une bulle en 2023 qui devait éclater en 2024. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas éclaté. Je doute que ça éclate. Alors, c'est assez intéressant. Ce qu'on constate, c'est oui, il y a, dans les publications financières, notamment côté Wall Street, il y a un peu moins de mention de l'intelligence artificielle. Ce qui montre effectivement qu'on renoue plus avec la rationalité. C'est-à-dire, quand on mentionne l'intelligence artificielle, derrière cela, il y a de vrais investissements concrets. Ce n'est pas un buzzword qu'on va mettre en avant. Les grands acteurs aujourd'hui, les techs investissent très très massivement. Microsoft, Meta, Facebook ont annoncé des investissements qui sont extrêmement massifs. On voit dans l'instant T, les grands acteurs économiques, ils investissent dans la première étape, c'est-à-dire les infrastructures IA, parce qu'on n'en a pas suffisamment. Ça peut être des bases de données, ça peut être des centres de recherche, etc. C'est la première étape. Donc là, on a vu qu'on a beaucoup d'investissements. Vous allez avoir une étape qui est un peu parallèle sur l'IA générative, puisque c'est vrai que c'est le sujet qui monte bien, mais je pense qu'il ne faut pas, en revanche, être trop excessif sur ce qu'on peut attendre avec l'IA générative. Il y aura d'autres étapes, c'est simplement un segment de l'intelligence artificielle. Et l'étape qui va suivre par la suite, c'est tout ce qui est service cloud. C'était compliqué en bourse en 2023 pour une myriade de raisons, notamment des sujets de rentabilité. Aujourd'hui, on voit qu'on commence à aller dans cette étape-là, qui est un peu le hardware, finalement, le software, pardon, de l'intelligence artificielle. On va chercher sur les logiciels en SAS. Et là, effectivement, ça peut être la prochaine étape. Mais pour moi, il faut bien appréhender l'intelligence artificielle comme une révolution industrielle. Mon avis, on pourra en débattre et certains auront une autre vision, c'est que ça va prendre du temps. C'est-à-dire, on investit aujourd'hui, mais avant que ça se matérialise avec des gains de productivité, parce que c'est l'idée derrière cela, mis en avant par les entreprises, ça reste complexe. Aujourd'hui, là, on voit ça marche bien, l'intelligence artificielle pour des sociétés. C'est pas très sexy, mais c'est sur tout ce qui est publicité numérique. Et donc, c'est des acteurs comme Google qui en bénéficient. Comme vous dites, il y a plusieurs étapes. On en est très certainement à la première, c'est ça? On en est au balbutiement. Oui, complètement. Parce que vous voyez, on investit sur l'infrastructure aujourd'hui, donc c'est la première étape finalement. C'est la première étape. Et puis, autour de cette première étape, il y a toute la question de la réglementation. Et c'est la question que se posent les grandes autorités mondiales, et notamment la Commission européenne. Donc, effectivement, tout ça, ça va prendre du temps, mais rien n'est... c'est toujours le mouvement est toujours... Exactement, rien n'est figé et on voit qu'il y a une dynamique en faveur. Très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christopher Denbigh d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, avec nous régulièrement, et je vous en remercie beaucoup. Bonne journée. Merci, avec plaisir. Au revoir. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve pour la suite à la fin de cette édition du 16 mai 2024. À tout de suite sur Téléfinance.